arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme c'était annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre troisième intervenant, Monsieur Yassir Al-Louati. Ahlan wa sahlan. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Écoutez, le plaisir est pour nous. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Yassir Louati, défenseur des droits humains et libertés publiques, et président de CIGL, Comité Justice et Liberté pour tous. L'organisation spécialise dans l'investigation, l'éducation populaire et les actions stratégiques en justice. Il est par ailleurs chroniqueur régulier sur France Maghreb 2 tous les jeudis et un remerciement à nos confrères de Maghreb 2 par rapport à leur travail. Notre thématique de ce jour, Monsieur Yassir Louati, est en relation avec l'actualité. Après l'attentat de la Nouvelle-Zélande, l'installation des idées d'extrême droite au pouvoir en Europe, quel avenir pour les minorités musulmanes face à la suprématie blanche? Ma première question consiste, est-ce qu'il y a un réel danger pour la minorité musulmane en Europe? Alors, c'est vrai que en France, étant une république qui se dit humaniste, qui se dit sociale, qui se dit indifférente à toute appartenance religieuse ou ethnique, ou là où le pacte républicain est censé mettre sur le même pied d'égalité toutes les citoyennes et citoyens, on serait surpris que la question soit posée. Mais au regard de l'actualité, et au fil si on regarde par exemple les 20 dernières années, on voit bien qu'il y a la promesse républicaine, qui est sur papier, qui est très belle à lire, etc. Et puis il y a la réalité de la République. Quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, on a l'assaillant, le terroriste de Christchurch, qui a été dans une mosquée, qui a fait 50 morts. Le plus jeune avait 3 ans. On a eu une femme qui a protégé son mari pour pas qu'il se fasse tuer. Elle est morte dans ses bras. On a eu vraiment des histoires d'horreur. Ayant moi-même des amis en Australie qui travaillent sur les questions du racisme sur place, ils m'ont dit, mais ça fait des années qu'on prévient que ça peut arriver. On aurait pu se dire, ben voilà, c'est un événement qui est restreint à la Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde. Mais sans grande surprise, en tout cas me concernant, on a vu que le terroriste a été influencé par des idéologies qui sont nées en France, à savoir la théorie du grand remplacement, qui n'est rien d'autre en fait qu'une fantaisie à laquelle on a donné une structure intellectuelle en disant, eh ben voilà, les populations non blanches sont en train de remplacer les populations blanches européennes. Et étant venu en France, il a mûri son attentat ici même en France, il a commis son attentat là-bas en Nouvelle-Zélande, mais avant que cet attentat n'ait eu lieu en Nouvelle-Zélande, on oublie que l'année dernière déjà, plusieurs attentats qui ciblaient des personnes de confession musulmane avaient été déjoués. Et que depuis plusieurs années, le renseignement intérieur en France tire la sonnette d'alarme disant qu'ils se sont trop focalisés sur la radicalisation apparentée à l'islam politique, et qu'on a oublié le terrorisme d'extrême droite. Or, le terrorisme d'extrême droite aujourd'hui s'affiche ouvertement. Nous avons des camps d'entraînement en France réservés aux Blancs. Nous avons des personnes qui sont parties s'entraîner dans des camps d'entraînement en Ukraine au maniement des armes et au maniement des explosifs artisanaux. On a une idéologie qui est complètement normalisée en France. Il ne faut pas croire que la théorie du grand remplacement est réservée à l'extrême droite, puisqu'elle est portée par la gauche avec ce qu'on appelle l'insécurité culturelle. En gros, la visibilité des musulmans pose problème et donne un sentiment d'insécurité, disant que, en fait, les musulmans n'ont de place en France que s'ils sont invisibles. Mais s'ils sont citoyens, ils ont le droit, comme le certifie toutes les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, celle de 48 aussi, on a le droit de croire ou de ne pas croire et de l'afficher publiquement ou dans sa vie privée. Or, aujourd'hui, on demande aux musulmans non seulement de rester invisibles, mais en plus de se faire à l'idée qu'ils sont des citoyens de seconde zone. Pourquoi? Des lois ont été passées les ciblant, et aujourd'hui, malheureusement, je vais être très honnête avec vos auditeurs, c'est qu'il n'y a pas une grande résistance vis-à-vis d'une telle normalisation des idéaux de haine. On ne voit pas, par exemple, un front antiraciste
soutenu par l'État, qui veut déjouer les violences de l'extrême droite. Non, on voit des idées qu'on croyait réservées à Jean-Marie Le Pen et à sa fille, portées par des gens comme Olivier Faure du Parti socialiste qui vous dit dans certains quartiers, nous avons affaire à une colonisation à l'envers. Nous avons des gens comme Laurent Bouvet, le Printemps républicain, qui vous dit que la visibilité musulmane pose problème. Et entre-temps, on se dit, c'est-à-dire que là, il n'y a rien à voir. Non, je pense fondamentalement que les minorités musulmanes, aussi bien en France qu'aux États-Unis ou en Europe, sont vraiment pour face à un péril imminent. Il y a une question qui s'impose, M. Yassir Louati, donc j'aimerais bien que vous me répondez là-dessus parce qu'il faut que je me positionne aussi à la place de la population française. Si vous avez bien remarqué, ces dernières années, il y a un grand nombre d'attentats. Et la quasi-totalité de ces attentats sont portés par ce qu'on appelle l'islam politique, comme vous l'avez bien cité. Et qu'il y a ce qu'on appelle un problème d'ignorance de l'islam ici en France. Ce n'est pas d'hier. Oui. Donc, et cette ignorance a alimenté ce rejet et peut-être devient un terrain fertile pour certains politiques pour récupérer quelques voix. Selon vous, est-ce qu'il y a une part aussi de responsabilité du musulman de France et d'Europe sur ce qui est en train de se passer actuellement? Alors, pour commencer, vous avez dit la population française, mais les musulmans font partie eux-mêmes de la population française. Bien entendu. Pour commencer, les terroristes, lorsqu'ils ont tué des gens ici en France, ils n'ont fait aucune distinction, ni entre les blancs ou les noirs, ni entre les arabes et les juifs, ni entre les musulmans et les chrétiens ou autres. Ils ont tiré dans le tas. On a vu qu'on a été incapable, même dans un moment de deuil national, de dire nous, avec un N majuscule, disant cette douleur est la nôtre. On a même été jusqu'à cracher sur les filles des victimes de l'attentat de Nice, en leur faisant porter la responsabilité de ce qui s'est passé. Vous avez une fille dont la mère a été écrasée par le terroriste, ou par l'assaillant plutôt, exact. Et vous avez sa fille qui va à la minute de silence et qui se fait conspuer et cracher dessus. Ça, fondamentalement, on voit bien qu'il y a une déchirure nationale que personne ne va observer. Concernant maintenant ces attentats qui sont commis au nom d'une idéologie liée à ce qu'on appelle l'islam politique. Alors pour commencer, la responsabilité de l'État, elle est engagée. Pourquoi? Qui a facilité les départs de ces jeunes vers la Syrie? Ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. On a facilité le départ de ces gens-là pour contribuer à la chute de Bachar el-Assad. Ça n'a pas fonctionné. Ces gens-là, entre-temps, ont été recrutés par Daesh. Daesh est né grâce à l'intervention des États-Unis qui a détruit l'Irak. Sans destruction de l'Irak, il n'y aurait jamais eu Daesh. Donc déjà, la responsabilité de l'émergence d'un groupe terroriste revient à des puissances occidentales. Et donc les conséquences de la déstabilisation de l'Irak et de la Syrie et du Moyen-Orient en général fait que dans le chaos prospèrent des groupes terroristes qui émergent pour fortifier des positions, s'accaparer des richesses et mettre sous tutelle des populations. Alors aujourd'hui, pour ce qui se passe aujourd'hui en France, est-ce qu'on peut tenir pour responsable la population musulmane, celles et ceux qu'on appelle les musulmans? Est-ce qu'on peut les tenir pour responsables de l'émergence d'un groupe terroriste qui est né à cause d'interventions occidentales? Deuxièmement, est-ce qu'on peut les tenir pour responsables lorsque eux-mêmes se font tuer par ces groupes terroristes? Il faut rappeler que l'écrasante, c'est quelque chose de plus de 90% des morts du terrorisme international sont de confession musulmane. C'est ça qu'on oublie. Il ne faut pas s'offusquer du terrorisme seulement lorsqu'il tue des populations blanches en Occident. Il faudrait aussi pleurer les morts musulmans à travers la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Pakistan, la Somalie, l'Afghanistan et le Mali, etc. Alors, le troisième point, c'est que est-ce que celles et ceux qu'on appelle les musulmans contrôlent réellement les institutions dites représentatives de leur religion? On sait bien que non. Les grandes fédérations qui disent représenter celles et ceux qu'on appelle les musulmans sont soit tenues par le ministère de l'Intérieur, soit par les consulats algériens ou marocains. On pourrait se dire, oui, mais ce ne sont que des organisations. Le problème qui se pose, c'est que vous n'avez même pas un contre-discours fabriqué en France face à l'idéologie de Daesh qui se sert de l'islam à des fins d'idéologie politique. Ça veut dire, même si celles de ce qu'on appelle les musulmans étaient en mesure de le faire, on les a privés de tous les outils pour démanteler l'idéologie Daesh. Et je vais en terminer. On tient les musulmans
pour responsable. Or, lorsque ces mêmes musulmans ont différents membres, j'aime pas dire le clergé, différentes personnalités religieuses à l'échelle mondiale, qui ont signé une lettre de plusieurs pages en ligne qui démantèle point par point le programme idéologique de Daesh et d'Al-Qaïda. La lettre a été signée par plus de 250 personnalités religieuses à travers le monde occidental et musulman. Vous avez des imams, des théologiens et des chercheurs, etc., qui ont repris tout l'argumentaire de ce groupe terroriste et qui l'ont littéralement démonté point par point. Or, cette lettre-là en France n'a eu aucun écho. Lorsque des musulmans se font tuer par ces groupes terroristes, on n'en parle pas. Par contre, on les tient pour responsables, mais on refuse à ces mêmes musulmanes et musulmans de contrôler les outils de pouvoir qui pourraient justement résister à Daesh. Il n'y aura aucune résistance à Daesh tant que Daesh pourra dire l'islam c'est nous et vous êtes des non-musulmans. N'oubliez pas, début 2015, le Daesh a publié une lettre qui a été fuitée par Wikileaks qui s'appelle « La destruction de la zone grise ». Daesh dit littéralement « Il faut rendre impossible toute coexistence pacifique en Occident ». Et les attentats terroristes, ce qu'ils appellent eux les actes contre les mécréants, ont pour but, premier, de semer la terreur en Occident, deuxièmement, de mettre les minorités musulmanes face à un choix vital. Ou bien vous nous rejoignez, ou bien vous restez avec ce que eux appellent les mécréants, et dans ce cas-là, votre sang est licite. Cette lettre-là, malheureusement, elle porte un argumentaire qui est exactement le même que l'extrême droite ou la gauche identitaire. Pourquoi? Ça veut dire que les minorités musulmanes en France ou ailleurs n'ont pas leur place. C'est exactement ce que dit le groupe terroriste Daesh ou Al-Qaïda. Donc c'est une guerre de communication avec ces deux extrêmes, si j'ai bien saisi un petit peu le message. Exactement, c'est une convergence idéologique qui tend à rendre impossible toute coexistence entre musulmans et non-musulmans à travers l'Europe et en Amérique du Nord. Et c'est là, je pense, c'est une défaite collective. Quand vous avez Yvan Rioufol du Figaro, ou Marine Le Pen, ou Laurent Bouvet à gauche, ou je ne sais qui utilisent les mêmes arguments que Daesh au Yémen ou bien en Irak ou ailleurs, Al-Qaïda au Yémen et Daesh en Irak ou en Syrie, là vous vous dites en fait il y a vraiment une alliance objective de l'islamophobie, aussi bien ici en France que là-bas à l'étranger. Vous avez parlé de l'islam consulaire et vous avez parlé comme quoi simplement 6 institutions, soi-disant représentatives de l'islam, surtout en France, puisqu'on parle de France, et maintenant c'est un petit peu aussi en Europe. Ce l'islam consulaire, il est composé de 3 ou 4 composantes. Il n'y a pas que le Maroc et l'Algérie, bien entendu. Oui, il y a aussi la Turquie, mais aussi donc les frères musulmans et les salafistes. La question qui se pose, est-ce que tout simplement, comme solution intermédiaire, est-ce qu'il est temps de faire confiance à ces musulmans qui sont nés ici en France, ou bien de continuer à laisser les portes de l'État sous forme de passoire, sous forme, je pèse mes mots, sur le plan financier, parce qu'on voit il y a un flux financier énorme sur la construction des mosquées, sur bien entendu des aides à droite à gauche. On voit un grand nombre de personnes qui deviennent riches au jour au lendemain et qui n'ont jamais travaillé, des recteurs sans aucune compétence qui gèrent des mosquées assez importantes et qui s'enrichissent au jour au lendemain. Il y a plusieurs anomalies. Est-ce que ces anomalies, selon vous, l'État français les voit avec un œil critique ou pas? En fait, pour être honnête, la réponse, je pense qu'elle est vraiment dans votre question, parce que vous soulevez un point qui est fondamental. Qui contrôle ce qu'on appelle l'islam de France? À mon humble avis, il n'y a pas d'islam de France. Pourquoi? Parce que tant qu'on refusera l'autonomie à cette religion, elle ne sera pas française. Elle sera toujours au service de l'État. Pourtant, nous sommes dans un pays laïque. L'État n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes du culte. On ne voit pas, par exemple, l'État français s'ingérer dans les affaires internes de l'Église pour les affaires de malversation ou de pédophilie. Il n'a jamais appelé à la réforme de l'Église catholique. On ne voit pas l'État français, par exemple, s'ingérer dans les synagogues lorsqu'elles viennent accueillir des recruteurs de l'armée israélienne, par exemple. On voit bien que chaque religion est autonome, même si on est critique. Alors maintenant, concernant cet islam consulaire, et là, je pense qu'il y a une responsabilité individuelle et collective de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, tant qu'ils délaisseront la gestion de leur mosquée aux mains de personnes
mal intentionnés, mal formés, ou tout ce que vous voulez, ces lieux de culte serviront à d'autres intérêts. Ils serviront des intérêts de confrérie, par exemple les frères musulmans qui s'en serviront pour étendre l'idéologie de la confrérie des frères musulmans. Les salafistes en feront de même. Le Maroc, l'Algérie, la Turquie ou l'Arabie saoudite se serviront du contrôle des mosquées pour avoir un levier politique vis-à-vis de l'État français pour dire, vous voyez, c'est votre territoire, nous contrôlons 10, 15, 40, 50 ou plus des mosquées françaises. Là, la question qui se pose, c'est la démission collective des fidèles et qui peuvent expliquer. Il y a beaucoup de fidèles, lorsque vous leur parlez, pour eux, c'est malheureusement, ils n'ont aucun contrôle, donc en fait, ils laissent faire. Le problème, c'est que se laisser faire des organisations dites cultuelles ira toujours à leur rencontre. Et tant qu'ils ne seront pas au contrôle du lieu de culte, de l'association, c'est-à-dire aussi bien, et pas que d'un point de vue financier, mais aussi l'administration, mais aussi la nomination du personnel et la sélection et le recrutement, mais aussi les processus décisionnels. Lorsqu'une décision est prise par l'association, est-ce qu'on a engagé les fidèles, les membres, pour qu'ils puissent adhérer et donc, dans ce cas-là, peser de leur voix? Ça, on sait très bien comment ça fonctionne. On restreint l'accès à l'association et devenir membre est très compliqué, voire opaque, on ne sait pas comment ce qu'on fait. Et lorsque cela se fait, les décisions sont déjà prises en amont. Et là, je vous donner un exemple. Dans la ville d'Athis-Mons, en région parisienne, dans le sud de Paris, juste derrière l'aéroport d'Orly, il y a une association qui s'appelle l'ABPE, Amicale Bienfaisant des Ports de l'Essonne, que je connais assez bien. Ils avaient pour projet de construire une mosquée qui soit à 100% financée par les fidèles, gérée par les fidèles, au service des fidèles et de l'agglomération. Pour eux, il fallait que la mosquée soit aussi bien au service des musulmans que des non-musulmans qui aimeraient, par exemple, venir. Et donc là, ils avaient conçu un jardin andalou, un restaurant gastronomique, une salle de conférence. Ils se sont dit, il faut que ce soit un lieu de vie pour la ville et pas seulement un lieu où sont accomplis des rites religieux. Cette association porte le projet, ils embauchent un architecte qui vient avec des plans, etc. Et là, ils se sont confrontés à l'hostilité violente d'une association qui était financée par le consulat marocain, par l'intermédiaire d'un membre d'un parti politique qui s'appelle le PJD au Maroc. D'accord. Ils ont proposé de l'argent à l'association, ils ont dit, écoutez, nous sommes de la ville, on veut rester autonome à 100%. La maire, elle, les reçoit, et en pleine réunion, elle prend parti pour une mosquée financée depuis l'étranger. Eux, surpris, disent, mais Madame le maire, Madame Rodier, comment vous l'expliquez? Et là, elle répond, je préfère que la mosquée soit financée par le Maroc, comme ça je me ferai inviter gratuitement par le roi. Et là, de cette façon. De cette façon. Si je me permets de le dire, c'est que nous avons fait un... Ah oui, justement, c'est pourquoi je pèse mes mots là. Donc j'insiste sur ce point. Ah donc, oui, c'est vraiment, c'est parfaitement assumé. Eux, en fait, c'est que ils savent très bien que si cette génération de jeunes musulmans français parfaitement au fait de la culture française et qui sont chez eux, qui ne s'imaginent pas vivre ailleurs, ils se disent, si ces jeunes-là prennent le contrôle des mosquées, elles nous échapperont et nous ne pourrons plus nous en servir à des fins de manipulation, de mobilisation en notre faveur, voter pour un tel, etc., et même de pacification. Et c'est pour ça que vous avez l'écrasante majorité des imams qui sont nommés dans les mosquées ne savent absolument rien de ce qui se passe en France. Ils sont complètement déconnectés des réalités, non seulement des fidèles, et il suffit d'écouter un prêche du vendredi pour se rendre compte qu'ils ne partagent pas les problématiques que les fidèles affrontent tous les jours. Juste un point, M. Yassir, parce que là, vous êtes en train d'évoquer un cas pratique. Vous voyez, donc moi je pense c'est encore plus consistant, si c'est possible de clarifier un petit peu quelques points. Vous avez parlé qu'un membre de PJD, celui qui s'est intervenu, qui dit comme quoi, et c'est le consulat marocain qui doit prendre en charge la construction de cette mosquée à l'encontre de cette association française, si j'ai bien saisi. Oui. Donc, moralité d'histoire, ce n'est pas le consulat, donc c'est ce monsieur qui prétend du PJD, d'après ce que j'ai bien compris, a mis en avant le consulat du Maroc. Oui. En fait, c'est que lui se présentait comme... j'ai la chance d'écrire et parler l'arabe couramment. J'ai une mère qui a été très comment dire ça, qui a été au Gard,
Elle m'a très bien encadré enfant et elle s'est assurée que je puisse maîtriser la langue de mes parents et de mes grands-parents. Alors, on voit bien que dans les entretiens qu'ils donnent dans différents médias étrangers, ils se positionnent clairement comme un promoteur des intérêts marocains à travers l'Europe. Ce qui en soi n'est pas, pour moi, ça pose aucun problème. Les États ont tous des intérêts à promouvoir. C'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que on va soustraire un lieu de culte financé en partie, en grande partie, par des fidèles pour lui injecter des fonds étrangers et le maintenir sous son contrôle. Mais il y a un autre problème plus grave, M. Yassir, il ne faut pas l'oublier. Vous parlez d'un membre d'un parti politique, mais ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères. Ce monsieur, il ne fait pas partie du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire du consulat, pour qu'il prétend une chose pareille. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est que lui, comme il est président des MRE, de l'Association des Marocains résidant à l'étranger, donc c'est pour ça que lui est présenté. Je suis franco-marocain et je connais un petit peu le système, comment ça se passe. C'est un petit peu louche par rapport à cette personne qui se prétend comme quoi elle préside une association des Marocains résidant à l'étranger. Comme vous l'avez bien dit, tout le monde, il représente les musulmans. Hors de question. Mais par contre, si ce monsieur prétend avoir l'autorisation du consulat du Royaume du Maroc pour entreprendre une démarche auprès de Madame la maire par rapport à cette réalisation, c'est encore plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore plus grave. Là, il y a vraiment une ingérence sur une décision diplomatique. Oui, je veux dire, moi je vous l'accorde, et d'ailleurs je me demande comment ont réagi les fonctionnaires. C'est quel consulat, s'il vous plaît, celle-là? C'est quel département, hein? Akismon, c'est l'Essonne. D'accord. C'est l'Essonne. Donc je ne connais pas les réseaux marocains. Non, mais juste pour savoir la circonscription où se trouve cette consulat, pour se renseigner au moins. Oui, c'est 91 à Kismons. Et malheureusement, là où en fait ça a été désastreux, c'est que en fait le projet de grande mosquée est tombé à l'eau. Et ensuite, c'est que les fidèles sur place se sont contentés d'un petit pavillon côté au pavillon initial. Donc vous voyez, en fait, au fond, ça a desservi tout le monde. Et la mère n'est pas invitée par le roi. Écoutez, je n'ai pas été voir, mais si je la prends, elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Tiens, ça tombe bien, j'ai une dernière question, si vous le permettez, M. Yassir Louati, concernant Sa Majesté le roi Mohamed VI et cet événement majeur qui a fait la une des journaux dans le monde, l'arrivée du pape François au Maroc. Que représente pour vous? C'est toujours une bonne chose quand les religions dialoguent entre elles. C'est toujours là où en fait c'est que qui manque à j'avais écrit à ce sujet il y a quelques années, c'est que les chrétiens, les juifs, enfin catholiques protestants, juifs de toute tendance et musulmans de toute tendance et autres membres d'autres religions et de confessions, c'est que le dialogue interreligieux, malheureusement, vous savez, il reste dans les hautes sphères. Vous voyez? Et là, en fait, que le pape rende visite à un pays musulman, il faut quand même pas oublier, le Maroc a été un pays qui n'a pas déporté ses citoyens juifs. C'est ce que je ne cesse de rappeler. Contrairement à d'autres pays européens. Parenthèse fermée. C'est extrêmement, parce que moi médecin, quand Hitler a envoyé ses émissaires, il n'a pas déporté et c'est ça qu'il a fait c'est un refus historique duquel beaucoup devraient apprendre. Malheureusement, c'est que ces visites qui se font à l'échelle, on va dire, d'État à État, parce que le Vatican est un État, il y a très peu, vous savez, de retombées concrètes sur le terrain. Et là où, en fait, les chancelleries peuvent jouer, c'est de mettre sur pied des plateformes où ces religions dialoguent entre elles. Parce que le dialogue interreligieux ne peut pas être restreint, vous savez, aux grandes personnalités. C'est aussi tous les jours. C'est aussi, par exemple, d'avoir une mosquée qui soutient la synagogue lorsqu'il y a un problème de sécurité, ou bien lorsqu'il y a des mobilisations communes pour X ou Y raison. Malheureusement, c'est que oui, c'est une très bonne chose que le pape visite le Maroc, mais ça serait bien qu'au-delà de ça, les personnalités religieuses permettent aux membres des différentes religions de se rencontrer à titre personnel et individuel. Vous savez très bien, quand vous rencontrez quelqu'un une fois, vous le voyez 2 fois, 3 fois, la confiance, on commence à connaître la personne. Bien sûr. Et c'est là que tous les préjugés commencent à tomber les uns après les autres. Malheureusement, ça, on ne le voit pas. Et c'est pour ça que n'importe quel manipulateur peut jouer sur la peur des uns et des autres pour retourner différentes communautés les unes contre les autres. Ce n'est pas un vœu naïf, c'est vraiment être très pratique et très concret
dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Un exemple concret, c'est que par exemple, lorsque vous avez de l'islamophobie qui se répand dans toutes les strates de la société française ou ailleurs, c'est à ce moment-là que les synagogues, que les temples protestants et les églises doivent montrer à quoi sert le dialogue interreligieux, vous voyez. Et lorsqu'il y a des agressions antisémites, même chose. Et lorsqu'il y a une désacralisation des églises ou des menaces, destruction ou autre chose, encore une fois, vous avez ces corps religieux qui interviennent et agissent en même temps. Pour être honnête, on connaît notre quotidien. Malheureusement, ce sont des événements qui sont très rares. On les voit souvent aux États-Unis, quand par exemple vous avez eu des musulmans qui ont levé des fonds lorsqu'un crime antisémite a été commis. Exactement, et la collecte qu'ils ont fait, oui, bien sûr. Voilà. Mais pourquoi aux États-Unis, pas en France? Pourquoi que là-bas et pas chez nous? Vous voyez, c'est ça qui... Enfin, nous, appel lancé, M. Yassir Louati, appel lancé. Il me reste une toute petite information, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Vous avez entendu parler de ce Conseil des minorités musulmanes arabes unis et qui essaie de s'imposer par rapport à l'Europe. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Alors, beaucoup sous-estiment le rôle néfaste des Émirats. Les Émirats, je pense, ont assez de problèmes de violation des droits humains, des cas de torture, de privation de droits et d'enfermement et de maltraitance des travailleurs immigrés sur leur territoire pour venir se soucier des minorités musulmanes en Europe. Ce n'est pas aux Émirats ou à l'Arabie Saoudite ou à n'importe quel autre pays de venir s'ingérer dans les affaires internes au culte musulman, quel qu'il soit en Europe ou en Amérique du Nord, mais surtout, et j'espère que vos auditeurs le garderont ça en tête, il ne faut pas oublier que ce sont les Émirats qui ont financé le voyage de Marine Le Pen en Égypte, que les Émirats ont proposé de financer sa campagne électorale et que les Émirats travaillent avec les différentes extrêmes droites européennes et nord-américaines pour empêcher toute émergence de communautés musulmanes organisées, socialement impliquées et politiquement aussi, parce que ça pourrait donner un très mauvais exemple au peuple émirati qui risquerait de se soulever et de renverser le pouvoir sur place. Il faut bien préciser que ce conseil est présidé par M. Nouaimi et dont le directeur général, c'est un Marocain, c'est Mohamed Al-Bashari. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Non. Voilà, donc vous êtes en train de nous dire des choses qui devraient être prises au premier degré parce que on parle tout simplement de l'avenir des musulmans sur le territoire européen et notamment français. C'est Yassir, merci infiniment de cet éclairage. Merci à vous, monsieur. Vous êtes le bienvenu, comme vous le souhaitez, au sein de cette émission pour développer d'autres idées concernant l'avenir de l'islam et des musulmans en Europe. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel.